Bonjour Julien. Alors vous êtes au centre André François en ce moment pour une résidence aussi en lien avec votre exposition. Donc on profite de vos venues pour organiser cette interview et faire une vidéo de cette exposition. Alors j'aurais une première petite question par rapport aux œuvres qui sont exposées dans la salle. La Grande Migration est ton tout premier livre. Quelles rencontres, quels supports ont favorisé ton entrée dans le monde de l'édition, toi qui as surtout étudié l'image en mouvement aux Beaux-Arts de Poitiers? Alors oui, j'ai surtout effectivement travaillé l'image avec le dessin animé et la vidéo au sein des Beaux-Arts de Poitiers, qui a plus cette vocation-là. Et en fait, en dehors de l'école, avec des amis qui étaient étudiants et puis d'autres rencontres aussi que j'ai pu faire par ailleurs, on a essayé aussi de développer des choses autour de l'image fixe. Et parce qu'on aimait la BD, l'illustration. Et du coup, on a beaucoup développé des choses autour du fanzina, notamment. Aussi parce qu'à Poitiers, il y a un centre de ressources qui s'appelle la Fanzinothèque de Poitiers, qui a un lieu d'exposition, qui a organisé le off aussi du festival BD d'Angoulême, et qui a tout un fonds de collection autour du fanzine. Donc c'est vrai on allait beaucoup là-bas. Et du coup, on a développé des fanzines, des projets de micro-édition. Et en fait, la Grande Migration, on a profité des ateliers de sérigraphie qu'il y avait là-bas à la Fanzinothèque. Et alors moi, on avait monté un fanzine qui s'appelait Scarmu, et en hommage à Kurt Schwitters. Et en fait, on a dû faire, je crois, 4 livres en même temps. Donc moi, je fais partie des 4. Il y avait un ami à moi qui est toujours d'ailleurs, qui est devenu dessinateur aussi de BD, qui s'appelle Vincent Lévesque, donc qui avait fait son petit album aussi sur le même principe, un passage. Il y avait quoi, 2-3 passages couleurs et puis des petits tirages. On a fait quoi, 100 exemplaires. Mais c'est vrai que ce premier livre, alors qui a beaucoup d'imperfections, mais en gros, il m'a permis aussi de rencontrer des libraires, parce que du coup, on avait un fanzine qu'on déposait chez des libraires, et puis du coup, on avait noué quelques contacts. Et avec ce petit album, ça permettait aussi d'avoir quelque chose de plus personnel, hein, du coup. Et donc j'ai fait la même chose, je suis allé avec la Grande Migration sous le bras, et puis donc j'allais voir les libraires en disant tiens, est-ce que vous pouvez m'en prendre, est-ce que ça vous intéresse. Et en fait il y a eu d'assez bons échos, d'assez bons retours, et finalement ça s'est vendu très vite, et du coup c'est vrai que c'était plutôt encourageant, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, il y a peut-être quand même quelque chose à faire dans le domaine du secteur jeunesse, et c'est vrai que c'est après ça que j'ai commencé à envoyer des books à des éditeurs, en fait. D'accord, très bien. Et alors après, au sein de l'exposition, on fait un petit bond dans le temps, parce que la Grande Migration, tu peux nous dire la date à laquelle il a été... Alors, la Grande Migration, ça doit être 2006, quelque chose comme ça, il me semble. 2006, et après, donc on parle au sein de l'exposition de La Voix du Renard, qui est publiée par la maison d'édition Le Petit Lézard. Ce livre est ton premier album réalisé à la plume et à l'encre de Chine. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de médium par rapport au précédent, et est-ce que cela a un lien avec l'histoire qui se passe au Japon? Comment tu as travaillé aussi sur cet album avec Jean-Baptiste Bourgois qui en est l'auteur? Alors, la rencontre avec Jean-Baptiste, elle se fait encore par le biais de la sérigraphie. C'est-à-dire qu'en fait, on côtoyait tous les deux un atelier à Lille, qui était l'atelier d'édition populaire d'Alain Buise, hein, qui est décédé malheureusement, mais il était sur une logique en fait de proposer ses locaux avec et son expertise aussi autour de la sérigraphie. Et du coup, il y avait plein de créateurs, on va dire, lillois qui allaient se bousculer pour essayer de tirer des images. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Et après, pour ce qui est de La Voix du Renard, en fait, l'éditeur, qui est donc là, Petit Lézard, c'est le pôle jeunesse de la maison d'édition qui s'appelle Le Lézard Noir. Et Stéphane Duval
est basé à Poitiers, en fait. Donc, je l'ai rencontré aussi dans le cadre de comme j'ai fait mes études à Poitiers, voilà, je l'ai rencontré là-bas. Et on avait envie de travailler ensemble, donc c'est une maison d'édition qui a quand même vocation à être sur tout ce qui est autour du Japon, mais avec, on va dire, un regard peut-être un peu plus, pas forcément underground, mais en tout cas qui change un peu de ce que l'on peut connaître. Donc lui, il va vraiment chercher des titres qu'il édite en France qui sont vraiment pas connus, quoi. Enfin, très clairement, c'est pas du Dragon Ball et tous ces grands classiques. Donc il a vraiment un regard très intéressant, et du coup on voulait mettre en place un album jeunesse qui serait dans ce contexte-là autour du Japon. Et donc voilà, j'ai proposé à Jean-Baptiste qui a bien voulu écrire cette histoire. Alors après, une fois qu'on a eu le feu vert, moi c'est vrai que je travaillais avant plutôt je travaillais pas à la plume, mais j'ai travaillé au stylo bic, hein. Donc j'ai fait vraiment plusieurs albums, hein. Tous mes albums quasiment sont faits avant cette date au stylo bic. Et en fait, j'avais fait une résidence à Cambrai, et il y avait une exposition dans ce cadre de cette résidence qui était autour du Chaperon Rouge. Donc il y a certains dessins qui sont ici. Et en fait, j'ai travaillé à la plume, hein. Alors, c'est pas complètement le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais fait des expos au préalable, et quand je retrouvais mes originaux, je trouvais que le bic, l'encre avait tendance un petit peu à se ternir ou à changer, même certains, la couleur, c'était plus noir, ça devenait un peu violacé, enfin c'était pas très, très beau, quoi. Et je me disais, zut, sur le long terme, ça risque quand même de souffrir. Et j'ai utilisé de la plume. Alors, je saurais pu dire exactement pour quelle raison, mais tout de suite, par contre, ça a été vraiment un déclic, quoi. Parce que le noir profond de l'encre, il y a aussi un rapport assez particulier avec la plume qui gratte le papier, tout ça. Enfin, franchement, ça a été un très, très grand plaisir. Donc, je me suis expérimenté assez technique pour cette expo. Et en gros, j'avais fait peut-être la moitié de l'album qui était au stylo bic. Et j'ai tout repris, quoi. J'ai tout refait à la plume et à l'encre de Chine. Ce qui fait que c'est un album qui a mis longtemps en fait à sortir des cartons, quoi. Mais c'est vraiment, oui, le premier où je réexpérimente la plume, parce que j'en avais fait pendant mon cursus aux Beaux-Arts, hein, mais là c'était vraiment le retour, quoi. Donc je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent et nous regardent que voilà, tes dessins sont faits à l'encre de Chine et tu colorises ensuite sur ordinateur. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est une étape dont tu te passerais bien, mais bon, moi je trouve que tu excelles aussi dans la colorisation des images. Le Tracat de Blaise, qui a été édité par l'Atelier du Poisson Soluble, a lui été élu pépite d'or du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2018. Une fierté, j'imagine. C'est sûr. L'autrice de ce livre, Raphaëlle Frière, dit de tes illustrations qu'en plus d'être magnifiques, elles posent question et invitent le lecteur à la réflexion et au débat. Qu'est-ce qui t'a séduit, toi, dans son texte ? Alors, c'est vrai que le texte, alors je l'ai reçu, je crois que c'est Laure Grémillon qui me l'avait envoyé du Poisson Soluble, avec qui j'avais déjà travaillé, hein. C'est le tout premier album que j'ai fait en sortant des Beaux-Arts, c'était Poisson Soluble, un album qui s'appelle Exister. Et du coup, j'étais déjà assez content de me dire, tiens, on va pouvoir retenter une expérience avec eux. En plus, c'est quand même un éditeur militant, on va dire, hein, qui est sur une certaine démarche au niveau de ses propositions d'histoire, etc. Et là, c'est vrai que le texte, j'y ai vu vraiment des choses intéressantes, et surtout, j'ai tout de suite vu la double lecture. C'est-à-dire que pour moi, alors c'est toujours pareil, hein, on fait des albums dits jeunesse, mais j'aime bien me dire que finalement il y a un côté un peu transgénérationnel, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je m'adresse aux enfants, mais aussi aux parents, et finalement c'est avant tout un livre, quoi. C'est pas forcément
Donc c'est des choses que je recherche et je me sens quand même à l'aise. En plus, je pense que j'ai quand même un dessin qui n'est pas forcément si jeunesse que ça, quelque part. Donc moi, je revendique surtout de faire des livres. Donc après, c'est vrai que j'ai vu cette double lecture possible et ça m'a vraiment intéressé. En plus, c'est des thématiques qui sont dans l'air du temps. Je pense que voilà, c'est un peu une espèce de burn-out, on va dire, d'un personnage alors qui s'énerve. Et donc, c'est vrai qu'on a reçu quand j'ai reçu le texte de Raphaël, on a assez vite échangé. En fait, et on a vu qu'on était à peu près, je pense, sur les mêmes idées, les mêmes conceptions. Donc je suis parti assez vite sur faire des petits croquis comme ça sur mon carnet. Je lui ai envoyé. On est vite tombé d'accord. Et après, moi, j'ai commencé à entamer vraiment le travail de découpage, etc. Et avec le poisson soluble. Donc là, j'étais après plus en relation avec leur directeur artistique qui s'appelle Stéphane Cario. Pareil, on s'est bien entendu. En fait, ça a été juste un peu long à mettre en place sur la réalisation, mais j'ai envie de dire un peu comme, un peu comme toujours. Mais on a été vite d'accord. On a apporté quelques petits changements à l'écriture aussi, ouais, voilà, mais qui étaient plus sur des histoires de rythme ou des choses comme ça. Mais après, il y a eu juste parce qu'il y a la présence de bulles dans les images. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Alors, c'est sûrement mon amour de la BD qui a un petit peu influencé ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça donne un autre niveau de lecture aussi que je trouve pas inintéressant. On est du coup un peu sur un livre un peu hybride par cet aspect-là et ça me plaît bien, quoi. Hybride comme aussi Blaise qui donc se transforme en ours. Et d'ailleurs, depuis, les ours te collent un peu à la peau. Blaise se serait-il invité dans Macadam, recueil de poèmes bilingues arabe-français édité par Le Port à Jauny? Alors c'est vrai que lorsque on était sur Blaise, donc j'ai fini l'album, et c'est un personnage forcément qui vous colle un petit peu à la peau, donc toujours j'étais vraiment dans l'esprit de mon carnet de croquis. Alors il n'y a pas forcément des choses qui s'appuient que sur des projets, hein. C'est des choses aussi qui divaguent un peu, qui peuvent amener à d'autres projets justement. Et en fait je dessinais un personnage qui était un ours avec son impair qui déambulait dans la ville. Et en fait j'avais posté ça sur mon site internet et l'éditrice a vu ces dessins-là et elle était justement en train de réfléchir à partir des poèmes là, de Mo Abbas qui étaient sur le thème de l'urbain et de la ville. Hein. C'est des espèces de petites chroniques comme ça, très, très documentaires finalement. Il y a un côté un petit peu, je prends des scènes de vie qui parlent à tout le monde en fait. Et quand elle a vu mes dessins, elle s'est dit ce serait intéressant de venir un peu avec cette espèce de décalage d'un ours comme ça, on ne comprenne pas trop pourquoi. Et en fait, moi je l'ai vu, enfin vraiment je sortais du Tracat de Blaise et je l'ai vu comme une espèce de suite, quoi, comme s'il y avait un peu alors sans dévoiler tout l'album, mais il y a vraiment ce passage avant que Blaise retourne à la nature, où en fait il quitte la ville. Pour moi il y avait un petit peu ce truc là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros comme si on lui avait accordé un petit peu plus de temps encore et que il s'était baladé du côté de la gare, du côté de la décharge publique, etc., quoi. Donc ça m'a assez amusé de travailler de cette manière-là. Après le Tracat de Blaise, tu as de nouveau collaboré avec Raphaël Frière sur Loup d'or, un album qui nous transporte au cœur d'une usine de fourrure en or, une histoire qui questionne le capitalisme, l'exploitation animale. Est-ce que ce sont des sujets qui te sont chers? Alors, faut voir qu'avec c'est vrai que quand on a eu la pépite d'or, on a eu envie tout de suite de rebondir en fait et de repartir sur une collaboration. Alors Raphaël, elle est très très prolifique, elle écrit beaucoup de choses et du coup elle avait cette histoire là qu'elle m'a proposée.
Moi, j'ai vu encore une fois un potentiel narratif, et puis au niveau visuel aussi. Alors forcément, c'est des thématiques euh, qui me touchent, je pense comme tout un chacun, à moins d'être une espèce de monstre. Mais ce qui m'intéressait encore une fois aussi, c'était quand même de parler aussi du monde du travail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'exploitation animale qui est au cœur de l'album. Donc un sujet qui est assez dur d'ailleurs, qui est pas forcément... Parce que moi j'ai souhaité le montrer de manière presque documentaire aussi, parce que c'est souvent un monde qu'on exclut totalement de la vision des enfants, ou même en tant qu'adulte, on se voile un peu la face sur toute cette réalité-là. Donc j'avais envie d'être sur ce côté documentaire, et même s'il y a une part de conte un peu, le personnage avec ces espèces de bottes de 7 lieues là, qui est présente. Enfin bref, il y a toute une lecture bien sûr qui sont du registre de l'album jeunesse. Mais je souhaitais aussi quand même mettre en place quelque chose autour du personnage qui est l'ouvrier exploité à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'en gros là... c'est peut-être plus ma lecture à moi, en tout cas, qui est visible à travers ce personnage-là. Et toujours en lien avec le monde du travail, tu œuvres aussi sur une adaptation BD du roman À la ligne de l'auteur Joseph Pontus, qui est décédé récemment, mais avec qui tu as pu échanger. L'exposition montre quelques dessins inédits de cette BD qui est à paraître prochainement. C'est pour toi une première, cette bande dessinée ? Et j'aurais envie de te poser la question, en quoi le travail d'illustration diffère pour une bande dessinée de celui pour un album ? Alors, la bande dessinée, c'est finalement... Je suis allé vers l'album jeunesse un peu par accident, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais envie de faire des images. C'est peut-être ce qui s'est fait de manière plus simple. Mais encore une fois, si je reviens à mes époques de fanzina, étudiant et tout ça, en fait, je faisais de la BD. On s'amusait beaucoup avec les copains à faire ça. Moi, ça fait partie aussi de mon bagage culturel. C'est-à-dire qu'en gros, assez vite, je me suis intéressé à la BD. C'est-à-dire qu'en gros, dès que j'ai commencé à lire, moi, chez moi, il y avait finalement plus d'Astérix et tout ça que de réellement d'albums qu'on vous lit le soir. Voilà. Mes parents, ils avaient un restaurant. Le coucher du soir, c'était le moment où les clients sont là, donc c'était un peu difficile. Mais du coup, ouais, j'ai fait un peu mes premières armes de dessin en recopiant des cases de Lucky Luke ou des choses comme ça, quoi. Un peu rien de neuf sous le soleil. Beaucoup de dessinateurs ont travaillé de cette manière-là. Mais du coup, c'est vrai que la BD, c'est plutôt là-dedans que j'ai mon bagage culturel. Donc je suis très content de partir là-dessus, même si effectivement c'est très différent au niveau de la narration, puisque alors déjà il y a beaucoup plus de travail de dessin finalement, puisqu'un album vous êtes dans une page, il y a plein de cases, et forcément ça démultiplie le nombre de dessins à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir une espèce de continuité dans le récit, comment est-ce qu'on travaille. Il y a vraiment un côté très cinéaste en fait, et ça c'est assez plaisant de se dire comment je vais faire pour jouer sur ma double page, que des choses se répondent ou pas, comment est-ce que je vais faire une case qui peut être un détail, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, donc ça c'est vraiment tout le travail du découpage est vraiment très intéressant, quoi. Et ça, tes études aux Beaux-Arts de Poitiers t'aident peut-être aussi dans ce travail de séquence d'images. C'est en lien avec l'image animée quand même. Oui. De toute façon, il y a des passerelles. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont évolué dans le dessin animé, qui vont vers la BD ensuite. Alors en plus, en fait, l'école de Poitiers, elle est jumelée avec celle d'Angoulême, hein. Donc alors quand je dis que j'ai fait beaucoup d'images en mouvement, j'ai aussi pu faire des workshops à Angoulême, notamment de sérigraphie et tout ça. Donc il y avait forcément un appétit que j'avais autour de ça. J'étais féru du festival BD d'Angoulême, qui était du coup pas très loin.
enfin oui, ça fait partie vraiment de ma culture, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui pensent que BD, enfin qui aiment beaucoup la BD, et c'est vrai que c'était toujours alors t'as acheté quoi dernièrement, enfin ça fait partie de notre vie à nous, quoi. Un dernier livre est présenté au sein de l'exposition, de l'autre côté du tableau, un livre produit par le Louvre-Lens dans lequel tu as créé des illustrations qui revisitent des tableaux exposés au sein du musée. Qu'est-ce qu'il y a de grisant à réinterpréter des œuvres déjà imagées, comme tu l'as aussi fait avec le conte du petit chaperon rouge, qui avait déjà été illustré par d'autres avant toi? Alors qu'est-ce qu'il y a de grisant? Je pense qu'il y a surtout au départ, quand on m'a présenté le projet, forcément, je me suis dit, ouais, il y a une espèce de pression qui est là, parce que d'un seul coup, c'est quand même rentrer dans des tableaux. Alors la peinture, forcément, il y a un côté plus magistral, on va dire, que la BD ou le dessin d'illustration, qui est un peu un sous-genre, on va dire, qui est encore considéré un peu comme ça. Après, assez vite, finalement, je me suis pas forcément posé plus de questions que ça. Pour chaque tableau qui m'a été proposé, alors c'est peut-être intéressant de revenir un petit peu sur la démarche qui a été faite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une série de 10 tableaux qui ont été choisis au sein de l'exposition, à la fois par les conservateurs. Et en fait, moi, j'ai eu 5 tableaux que j'ai pu choisir. Et l'auteur, qui est Nils Torres, qui a fait lui aussi, qui a eu 5 tableaux. Et en fait, après, on s'est échangé les travaux qu'on a réalisés autour des tableaux choisis. Et donc ça, c'était intéressant d'être sur une espèce de travail croisé comme ça. Alors l'idée était très, très libre, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on pouvait rebondir soit sur un point de détail d'un tableau qui nous amenait à imaginer quelque chose d'autre. Ça pouvait être reprendre des attitudes de personnages et du coup imaginer quelle histoire se passe avant ou après, ou peut-être pendant. Enfin, il y avait tout ce jeu-là. Donc c'est un travail d'imagination, finalement, un peu comme un enfant va se créer toute une histoire autour de quelque chose. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis ce jeu d'échange aussi, c'est-à-dire qu'on était quand même dans l'attente de voir, tiens, qu'a fait l'auteur, comment je vais rebondir là-dessus. Donc ça, c'était assez amusant. Donc c'est un travail de commande, mais qui était très libre finalement. Et puis Cyprienne Kemp, qui est l'éditrice des éditions Briard, qui chapeautait en fait tout ça, est vraiment une personne très calée, très, très intéressante aussi. Donc, ouais, c'est un beau projet, quoi. Et en parlant de projet, justement, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ceux à venir? Ou ceux qui sont en cours, et ceux que tu voudrais aussi peut-être idéalement réaliser? Ceux en cours, il y a la ligne que je suis en train de finir. Il y a d'autres choses aussi qui sont en préparation, donc c'est toujours la même chose, hein. Faut penser les storyboards, faut penser toutes ces choses-là en amont. Donc ouais, il y a plusieurs albums là, qui sortiront soit d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Après, moi j'aimerais bien être sur des choses un peu hybrides. C'est-à-dire qu'il y a le roman graphique, parce qu'on parle de ça quand on parle de BD. Peut-être un peu pédant, je sais pas. Mais être sur des choses en lien entre le roman illustré, ça c'est des choses que j'aimerais bien finalement expérimenter sur des choses peut-être assez conséquentes. C'est-à-dire que par exemple là il y a un bouquin que je lisais à mon fils, alors, rien d'original, hein, mais c'est Harry Potter illustré. Je trouve que c'est des beaux exercices, quoi, parce que vous avez vraiment toute cette présence du texte dans son côté imposant, c'est le gros pavé de texte, mais avec voilà, on va venir apporter des images comme ça qui viennent ponctuer. Et c'est vrai que c'est pareil, je relisais là dernièrement des livres dont vous êtes le héros. C'est des choses
assez amusante, quoi, cette intrusion de l'image qui vient dans le texte. On pense à Jules Verne aussi, tous ces classiques-là. Ouais, je pense que j'aimerais bien être dans ce type de registre. Très bien, merci beaucoup. On va, je pense, maintenant aller faire un petit tour dans l'exposition pour voir les œuvres dont on a parlé. Merci.